Bonjour à tous, salut David. Salut. La forme? Bien, très bien. Aujourd'hui, on fait une première vidéo avec toi. Yes. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un comparatif entre le neuf et l'ancien. Donc, tu as eu pas mal d'expériences des deux côtés. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est quelle question on va se poser quand on veut arbitrer entre le neuf et l'ancien. Comment bien analyser les deux investissements. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse quand même une définition rapide des deux, mais très rapide parce que je pense que ça parle quand même à tout le monde de la différence entre les deux. Et après, tu viendras nous donner ton avis, tes conseils vis-à-vis du financement, de la gestion, de la rentabilité, ce qu'il faut se poser comme question, et la réalité des choses derrière un projet. Tout à fait. Et là que ça va être intéressant. Donc, t'es partant déjà ? Déjà, je suis partant. C'est vrai que c'est un sujet qui, comme beaucoup de sujets sur la toile, divise pour ou contre. C'est un peu comme sur l'équipe TV. C'est ça. Tu as 5 minutes, tu dis tu as une équipe pour et une autre équipe qui va être contre. Ouais. En réalité, pour reprendre une citation d'un film connu, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. C'est vrai. Ça va dépendre de chacun. Exactement. Mais effectivement, on peut entrer dans les détails de chacun pour que tout le monde puisse se reconnaître dans l'un ou l'autre produit et dire qu'est-ce qui me convient moi en tant qu'individu. Carrément. Et pas ce que semble être le mieux selon ce que j'ai entendu de mes amis, mes collègues ou ma famille pendant le week-end. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est ça, les idées reçues de partout, quoi. Donc ça crée forcément des confusions. Donc le neuf, pour redéfinir, hein, c'est un bien qui n'existe pas encore, qui est en vente en l'état futur d'achèvement, donc VFA. Donc il est sur plan, donc il va être construit. Donc forcément, c'est aux dernières normes. Donc ça, voilà, il n'y a rien de nouveau. Et il y a des garanties forcément pour du neuf. Donc forcément, quand on achète sur plan, obligatoirement, on a des garanties qui nous diront qu'on a il y aura un bâti, quoi. Et l'ancien, lui, donc c'est un bien existant, comme les gens le savent. C'est souvent situé en centre-ville. Là où le neuf, on en voit de moins en moins quand même, c'est compliqué de sortir des projets en ville aujourd'hui. Et donc, en l'occurrence, pour l'investissement locatif, ça peut demander des travaux de rénovation pour la mise en location d'un bien. Donc, tout à fait. On va dire que, de définition assez rapide, c'est ça qui va différencier un bien ancien d'un bien neuf. C'est tout à fait ça. Le neuf, de toute façon, c'est l'ancien du futur. Ouais. Parce que ce qui est neuf aujourd'hui ou ce qui va être livré dans les années à venir, dans 10 ans, ce sera déjà de l'ancien, de l'ancien récent, mais ce sera de l'ancien. Et l'ancien, c'est le neuf d'avant. Ouais. Donc effectivement, il y a eu un moment où, avant de construire, des personnes se sont portées acquéreurs d'un appartement ou de plusieurs appartements au sein d'un immeuble qui n'existait pas et où on leur a présenté une projection, un dessin et un plan. Exactement. De ce qu'allait être leur appartement. Donc aujourd'hui, on va dire, en France, on a besoin des deux. On a besoin que l'immobilier ancien soit rénové pour que les personnes puissent vivre dans de bonnes conditions, pour que les bâtiments, l'empreinte énergétique des bâtiments baisse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Ouais. On a besoin de nouveaux bâtiments sans cesse. Déjà, des bâtiments qui correspondent plus aux usages d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les gens veulent avoir des espaces optimisés. Ils veulent avoir un extérieur. Un confort de vie aussi. Et c'est pour cela qu'on peut voir parfois des immeubles qui sont détruits pour en construire un nouveau à la place. Donc, à ce moment-là, on peut être en cœur de ville. Bien sûr, ça va avoir un certain coût parce que le foncier, donc le terrain, va coûter cher. Et les matériaux, tu en parlais, des dernières normes, vont être aussi plus coûteux. Okay. Donc effectivement, une première prise d'auteur qu'on peut avoir, c'est effectivement l'immobilier neuf coûte plus cher, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas plus cher ? C'est ça. Puisqu'effectivement, on va avoir plus de confort, en ce moment de forte chaleur, un confort thermique plus intéressant. Moi, je suis dans un bâtiment des années 60. Bon, chez moi, il fait 31 degrés hier soir. Tandis que mes amis qui sont à partir des années 2000, chez eux, il fait plutôt 25. Ouais. Donc, c'est quand même non négligeable parce que, effectivement, on va entrer dans le détail de tout ce qui est DPE, lettres, etc. Mais au-delà des lettres,
C'est une histoire de confort et d'utilisation et de fonctionnalité. Puis il y a aussi, on l'oublie souvent, mais la crise du logement, quoi. Le fait qu'il faut plus de logements en France, donc il y a aussi cette demande qui est importante, quoi, le fait de construire des nouveaux logements pour loger tout simplement des gens. Donc, clairement. Donc aussi, il y a, du point de vue investisseur, c'est aussi un gage de confiance de se dire qu'il y a un manque à un endroit, donc forcément on aura aussi la demande qui va avec. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, les gens, ils déménagent soit parce qu'ils ont une opportunité professionnelle, donc les grandes villes attirent beaucoup de nouveaux arrivants, d'autres villes, voire même de l'étranger, de l'Europe, voire de plus loin. Et donc, ces personnes, ils ont besoin de se loger. Et quand on voit la quantité en général qui arrive dans les grandes villes, si je prends Marseille, Bordeaux, Lyon et toute grande ville, ben, on se rend bien compte qu'il faut construire beaucoup de logements. Donc, on ne peut pas le construire en centre-ville. C'est pour ça que la ville elle a tendance à s'étendre et qu'on va avoir des aménagements en termes de transport qui vont être créés, de nouvelles lignes de métro, des nouvelles lignes de tramway, pour pouvoir connecter plus de territoires ensemble. Et souvent, ça s'accompagne du neuf. On a donc des constructions dans des terrains, comme on a dit. On peut avoir la destruction d'un immeuble pour en construire un nouveau. Et on a ce qu'on appelle le recyclage urbain. Dans certaines zones, peut-être qu'il n'y a plus besoin d'avoir un immeuble de bureau parce qu'il n'y a plus ce besoin dans une certaine zone. Ça peut être transformé en logement. Et même, on a le cas parfois de cliniques ou d'hôpitaux qui sont, regroupés dans des gros centres médicaux et qui peuvent être transformés en logement et en logement neuf. Ok, bon, bah top. Donc voilà à peu près, on va dire, les enjeux de l'immobilier neuf et ensuite l'ancien. Donc là, on est dans une grosse catégorie qui n'est pas pareille, on va dire, dans le sens où on a des anciens bonnes performances, des anciens passoires thermiques. Donc là, on rentre dans le grand monde de l'ancien. Comment tu définirais l'ancien aujourd'hui sur le marché à identifier comme type de bien, quoi? Alors, c'est vrai que l'ancien, c'est toute une catégorie, puisque, comme on l'a dit, l'ancien, c'est l'ancêtre du neuf. Ça a été neuf à un moment donné. Après, la question, c'est quand est-ce que ça a été neuf. Donc, on va avoir autant des bâtiments, on peut trouver du 19e siècle, voire plus anciens. Il y a des villes où on a des bâtiments de l'ère médiévale. C'est le cas, par exemple, là où on est à Lyon. Mais effectivement, on va avoir du très ancien, donc plusieurs siècles. On va avoir de l'ancien d'après-guerre, donc tout ce qui va être 1950, 1960, où là, il fallait construire vite. Exactement. Pareil, parce qu'il y avait des besoins immédiats pour reconstruire le pays. Donc souvent, effectivement, peut-être comme tu disais, des passoires thermiques ou pas des bâtiments forcément de très bonne qualité. Exactement, pas toujours des bâtiments de très bonne qualité. N'empêche quelques innovations parce que avoir un WC chez soi, c'était pas la norme avant. Donc le neuf a apporté toujours des innovations qui aujourd'hui nous semblent évidentes. Une VMC, le WC à la maison, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc voilà, donc on va avoir cela. Ensuite, on va avoir les années 80, plus récents, les années 90. Et puis plus on avance, on a des styles architecturaux, on a des matériaux différents et on a des réglementations qui vont avec les époques toujours pour être plus performants. Parce que du coup, c'est ça, c'est que si on prend un bâti qui a été fait en 2010, c'est là où ça va rentrer dans l'ancien récent que tu disais tout à l'heure. Mais on va dire c'est là où il faut nuancer, c'est que dans l'ancien, on ne peut pas tout mettre dans la même case, là où il y a l'ancien récent qui a quand même une performance qui peut aller à D, même voire C peut-être. Bien sûr. Ou là où des bâtis, comme tu dis, qui ont été faits il y a plus de 100 ans avec qualité compliquée, DPE catastrophique et pas mal de choses. Exactement. Donc c'est important de déjà remettre sur place que là où le neuf, on est sûr que c'est quelque chose qui est une vente en état futur d'achèvement, on sait ce que c'est, mais il faut prendre en compte aussi que l'ancien est à différencier entre les biens dans l'ancien. Bien sûr, c'est vrai qu'une construction de 2010, déjà il y avait la norme RT 2012 qui était déjà assez ambitieuse en termes de performance énergétique et de fonctionnalité. Aujourd'hui, on va encore plus loin. Euro 2020, Exactement, et c'est une très bonne chose. Mais déjà, architecturalement parlant et en termes de fonctionnalité, en termes d'espace, une résidence de 2010, ça va ressembler
Souvent, quand on parle des prix aussi, on va regarder sur Internet quel est le prix de l'ancien et on a un prix qui est figé. Bon, la réalité, et ça, tout agent immobilier le sait dans son secteur, c'est qu'il ne va pas vendre de la même manière une résidence des années 60 qu'une résidence des années 2000, malgré tout, que ce soit les deux de l'ancien. On a fait un épisode sur la revente, où il expliquait justement que sur un bien, en fait, on va prendre toutes les caractéristiques du bien, puis ça va être une décote, puis une décote, puis une décote. Donc en fait, hormis le foncier, il y a tout plein de métriques qui vont rentrer en compte, qui donneront un prix que nous-mêmes, comme ça, en regardant le prix au mètre carré, on ne peut pas savoir, quoi. Exactement. Par exemple, si je prends un immeuble des années 80, je vais me dire, il est très fort probable que dans les 10-15 ans, j'ai une façade à payer. Complètement. Tandis que si moi, par exemple, je vois un immeuble des années 2010, il y a moins de probabilité que je paye tout de suite la façade, sachant que l'immobilier, il est voué à le garder longtemps, qu'en général, la résidence principale, on la garde moins longtemps parce que la famille, elle évolue, soit effectivement, elle grandit parce qu'on a des enfants, soit elle diminue parce qu'on divorce, etc. Donc, il y a pas mal de changements sur la résidence principale. Donc, ce sont des repères qu'on peut prendre, effectivement. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect de quelles vont être les dépenses ensuite. Parce que dans un immeuble, effectivement, ancien, on va avoir plus de dépenses. Et donc, le prix va avoir tendance à être moins cher pour compenser. Et plus, dans un immeuble récent, il va y avoir moins de dépenses, de charges. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les coûts énergétiques sont très importants et peuvent même être volatiles. Bien sûr. Mais du coup, mieux on peut maîtriser ce poste-là, mieux on se porte au niveau de son budget. Ah bah carrément, c'est ça. Puis, on réfléchit quand même avant tout dans cette vidéo à un esprit d'investisseur, donc ça reste des dépenses et des recettes qu'il faut maîtriser dans son budget. Et ça, tu vas pouvoir l'expliquer plus tard dans la gestion. Et donc après, tu vas pouvoir nous montrer un comparatif qui peut pas mal répondre à des questions que des gens se poseraient. Mais du coup, on va voir ça, la gestion, le côté charge, etc., qui influe sur ma rentabilité brute, nette, etc. Donc il y a pas mal d'idées reçues, mais surtout, il y a pas mal de pièges. Parce qu'on sait très bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ancien, tout est différent dans l'ancien. Donc si on se base sur une vérité générale, on va se projeter d'une mauvaise manière. Et du coup, on peut très vite se trouver face à des erreurs, des problématiques qu'on rencontre dans l'ancien, forcément parce que c'est une prise de risque de devoir maîtriser plus de budget, faire des travaux, etc. Donc c'est plusieurs connaissances qu'il faut avoir. Mais mais tu vas pouvoir nous l'expliquer tout ça. Donc déjà juste un comparatif des prix d'achat, donc juste préciser que les frais de notaire, donc forcément c'est plus cher dans l'ancien que le neuf. Bon, donc 2 à 3% pour le neuf, ça peut de 7 à 8 pour l'ancien. Tout à fait. Bon, tout le monde le sait, mais mine de rien, ça reste quand même, sur 200 000 euros, 8%, ça reste par exemple un coût quand même, en fait, qui est représentatif. Déjà, en fait, entre le neuf et l'ancien, aujourd'hui, les prix, ça va varier environ de 20%. Donc, si déjà dans les 20%, il y a 6% de cette différence qui peut être gagnée en frais de notaire, c'est intéressant, mais puisqu'on reste dans des pourcentages, on peut aussi parler de la TVA qui est récupérable. Donc, sur les 20%, si on récupère 20%, bon, finalement, on achète au même prix que l'ancien. Et de la même manière, en résidence principale, si on achète dans une zone à TVA 5,5, donc TVA réduit, ou alors qu'on achète avec un PTZ, du coup, au final, certes, le prix est plus cher, mais comme une voiture qui sort de chez le concessionnaire, elle est plus chère qu'une voiture qu'on achète à son voisin. C'est normal, mais effectivement, les aides peuvent permettre de rééquilibrer la balance. Pour moi, ce qui est important pour un investisseur, il va y avoir plusieurs choses. Quelle est mon appétence au risque ? Et là, je pense qu'à ce niveau-là, il faut tous qu'on puisse se regarder dans la glace le matin, quand on se rase ou on se maquille, et qu'on se dise, est-ce que moi, je suis prêt à avoir du risque et de l'aléa ? Si la réponse est oui, l'investissement ancien peut s'avérer très performant, parce qu'effectivement, on va pouvoir améliorer le logement avec des travaux. Et effectivement, on va pouvoir acheter à des bons prix, parfois très bien négocier l'achat
si on a une passoire thermique, si on a un immeuble dans lequel il va y avoir des travaux et les gens vendent parce qu'ils sont obligés de faire les travaux, mais qu'ils ne peuvent pas les supporter, il y a des bonnes opportunités, effectivement, à aller chercher. Derrière, effectivement, on s'expose à l'aléa. Parce que, bon, il y a une phrase qui est vieille comme tout, mais parfois les phrases les plus vieilles et les plus simples sont les plus justes. Quand on dit qu'on veut le beurre et l'argent du beurre, effectivement, c'est exactement cela. Moi, quand je prends, effectivement, que j'échange avec des investisseurs, ils vont me dire, écoutez, moi, je veux que ce soit très rentable, avec zéro risque et zéro participation de mon temps parce que je n'ai pas le temps. Non, ça n'existe pas. En fait, c'est ça qui est aussi sur lesquels tu dois faire beaucoup de pédagogie. Au final, quand on t'appelle, c'est cette mise face à la réalité des choses, que ça n'existe pas, que le couple rendement-risque existera toujours, et qu'en fait, ça n'existera jamais. Enfin, si on avait un modèle d'investissement 100% gagnant pour tout le monde, sans risque... Ce serait parfait. Moi, souvent, j'aime... une bonne manière, c'est de sortir de l'immobilier et donner un autre cas de figure. Quand on cherche une offre d'emploi, qu'est-ce qu'on voudrait 10 000 euros, 35 heures, 5 semaines de congés payés. Ce serait l'emploi parfait. Et l'employeur, de son côté aussi, il a son modèle parfait. Jeune, mais avec beaucoup d'expérience, dynamique, mais payé le moins possible, on va dire. C'est exactement pareil dans l'immobilier. Si il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup de visibilité, alors la rentabilité, elle est moindre, mais elle est connue d'avance. Bien sûr. Et s'il y a plus d'aléas qu'on est prêt à supporter et qu'on est prêt à assumer, alors l'investissement dans l'ancien peut être plus efficace. Carrément. Mais effectivement, il y a aussi des coûts à prendre en compte. Est-ce que je vais le gérer en direct ? Est-ce que je vais le gérer via une agence ? Quelle est la structure de coût de l'agence ? Ouais. Si je le fais moi-même, quel degré de connaissance j'ai pour le gérer aussi ? Quel degré de connaissance j'ai ? Si je fais du meublé, faut savoir que quelqu'un qui habite dans du meublé, il est très demandeur en termes de temps. Exactement. Moi qui ai eu un parc de gestion assez conséquent, j'ai déjà eu des coups de fil pour me dire qu'il n'y avait plus de piles dans la télécommande. Ouais. Donc en fait, il faut être... J'exagère pas parce que c'est réel, mais je prends le cas le plus extrême. Pour se visualiser mais il y a d'autres cas. La plaque, elle marche pas, parce qu'il faut appuyer sur le cadenas. J'ai plus d'eau chaude, en fait, il fallait juste toucher le fusible pour remettre le plomb. Bien sûr. Est-ce qu'on est prêt à cela ? Est-ce que ça nous plaît ? Si ça vous plaît et qu'on est prêt, c'est super. Le frigo a changé parce que ça fait 4 ans. Hop, c'est moi qui vais le faire à titre personnel si j'ai fait ce choix-là. Tout à fait. Et en fait, même tout sinistre qui arrivera, toute charge à payer qui n'est pas la mienne, ce sera par-dessus le coût. Même quand on n'a pas à le payer, parce que les assurances... oui, ils peuvent prendre en charge. Ils prennent en charge, mais le temps et la charge mentale. Je pense qu'on est tous dans la vie actuelle assez pris. Et est-ce qu'on est prêt à le faire ? Et effectivement, il y a plein de personnes qui sont prêtes à le faire. Même qui souhaitent en vivre de leurs investissements, parce qu'effectivement, ça c'est un autre mythe, le mythe du rentier. Ouais. Ah, je suis rentier parce que j'ai 5 Airbnb. Non, tu es une entreprise de ménage. Exactement. C'est pas la même chose. Exactement. Parce qu'effectivement, ça demande du temps, ça demande de l'implication. Et c'est un super projet si on veut le faire sérieusement. On peut se construire un patrimoine et en vivre, mais s'en occuper à temps plein. Oui. Être rentier, avoir un métier à 40 heures par semaine à côté, ça n'existe pas vraiment. Non. Ça n'existe pas, effectivement. Et donc, voilà. Donc, il y a des coûts à connaître. Donc, on a parlé de si, effectivement, donc, du coup, on veut le faire gérer, on va avoir des frais d'agence. Pour se sécuriser, on va avoir une assurance type GLI ou une assurance vacances locatives. Ouais. Donc, ça va permettre de ne pas être à vide, mais ça va avoir des coûts. Et pour moi, le plus important de ces coûts, quand on fait du meublé. Typiquement, le meublé, faut pas se leurrer, les gens ils vont pas rester 10 ans dans un appartement meublé. Au bout d'un moment, la personne qui a besoin d'un meublé, qui est célibataire ou qui se met à peine en couple, à un moment, il va acheter ses propres meubles, il va avoir son appartement. Dans la plupart du cas, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont une mobilité professionnelle qui fait qu'ils n'ont pas d'attache. Et par principe, avoir des meubles, c'est plus simple de venir sans rien, repartir sans rien. Exactement. Mais les personnes qui veulent s'ancrer dans une ville, ils vont finir par acheter du meuble. Donc, il va y avoir du turnover.
Exactement. Combien coûte ce turnover? C'est intéressant parce qu'on va avoir, ne serait-ce que l'état des lieux, il y a un montant légal, on ne fait pas comme on veut, c'est 13 € du mètre carré. Ouais. Donc, si on a un 20 mètres carrés, c'est 260 €, d'accord? Plus, l'agence va devoir rédiger un nouveau contrat. Elle ne va pas le faire de manière gracieuse. Bien sûr. Donc, elle va facturer effectivement cela et ça va représenter entre 1 mois, voire 2 mois de loyer par an. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose, oui, au moment du changement, mais en général, sur les petites surfaces, ça va être 1 fois par an. OK. Et en général, on ne prend pas ce coût. On dit, moi, je suis plein tout le temps, puisque à Lyon, par exemple, ou à Marseille, ou à Paris, ou à Bordeaux, il y a énormément de demandes, ça va se louer tout le temps, il n'y a aucun souci. Carrément. Oui, ça va se louer tout le temps, mais il va y avoir un changement. Peut-être que le locataire qui va sortir, il n'a pas laissé l'appartement dans un superbe état, donc certes, je vais récupérer la caution, mais il faut bien que je mette l'appartement en l'état, que je fasse peut-être un ménage approfondi, que je fasse peut-être des réparations. Bien sûr. Donc pendant ce temps-là, je ne peux pas avoir un locataire dedans. Bien sûr. Il y a quelques semaines de décalage, plus le coût de ce changement de locataire. Carrément, ouais. Ça, c'est à prendre en compte. Ce qui fait, et ça, c'est vraiment le moment où on passe du tableau Excel à la vraie vie. Ouais. Le gap peut être assez violent. Mais il faut vraiment tout anticiper. Moi, quand je vendais de l'ancien, parfois j'avais des clients plus carrés, tu ne peux pas, qui arrivaient et me disaient oui, mais sachant que l'usure du canapé a tant d'années, donc Ils voulaient mettre tout sur. À l'époque, ça m'énervait, mais je me rends compte qu'ils avaient raison en fait. Vaut prendre ses précautions, quoi. Ils avaient raison parce que faut savoir que tu ne peux pas garder la caution à vitam aeternam. Si quelqu'un reste longtemps dans ton logement, au bout d'un moment, on considère que tu es censé rafraîchir ton appartement. Et en ce qui concerne 1 mois de loyer, parfois, ça ne suffit pas à tout couvrir. Ça dépend effectivement des réparations qui sont faites. Donc, si je résume, donc sur le prix d'achat, déjà, donc on a vu les frais de notaire. Il y a quand même une TVA réduite dans certaines zones pour beaucoup d'immobilier neuf. Donc là, déjà, on a une décote qui peut aller de presque 10% sur le prix global. Et même dans un cas où on serait dans un bail commercial, dans une résidence-service, on peut récupérer jusqu'à 20% de la TVA. Donc là, la décote, elle est complètement énorme. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Et par rapport aussi à tout ce que explique David depuis tout à l'heure, c'est l'implication forcément que ça demandera financièrement de choisir un neuf derrière en comparaison. Et dans le futur, tous les coûts que ça donnera. Et aussi, comme tu as dit, il y a des travaux, il y a des aides forcément pour le neuf ou pour la réhabilitation dans le neuf qui sont forcément mis en avant et avantageux. Donc, c'est exactement ça. On commence par quel est le niveau d'implication que je veux avoir en tant que propriétaire bailleur. Ensuite, quel est le niveau d'aléa que je suis prêt à avoir, puisque l'immobilier d'investissement, c'est de l'immobilier qui a vocation à être gardé, qui a vocation à être conservé, être un bien, et là c'est un métier, être transmis, parce que sinon, effectivement, si j'achète un bien dans l'optique de la revente, vaut mieux effectivement créer une société de marchand de biens et on aura 3% de frais notaires plutôt que 8%, parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué dans la revente. La revente, de toute façon, de l'immobilier à court terme, il faut savoir que ce n'est pas un produit de spéculation. Et que donc, effectivement, il est difficile, déjà même pour les professionnels actuellement qui le font pour gagner leur vie, d'acheter un appartement et le vendre plus cher, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faut voir dans quelle époque on achète, à quel prix on achète, à quel prix je revends. Parce que si j'achète super bien à un moment, à un instant, mais que mes travaux, ils durent 6 mois, 1 an, ce qui peut arriver sur certaines opérations complexes. Là, j'ai déjà perdu tout ça en loyer. Mais, effectivement, d'une part, mais d'autre part, quel va être le prix dans 1 an? Qui aujourd'hui peut me dire, est-ce que le prix dans 1 an, il va être plus élevé ou moins élevé qu'aujourd'hui? C'est impossible. Donc, c'est pour ça que l'immobilier, nous, on a tendance à dire que c'est le fonds de portefeuille de notre épargne qui n'a pas vocation à être touché, qui devient intéressant pour une revente, pour réaliser d'autres opérations et d'autres investissements au bout de 15 voire 20 ans. Ça, c'est vraiment le temps qui est parfait, parce qu'entre-temps, en plus, on a engrangé tellement de loyers qu'on a beaucoup, du coup, utilisé le levier du locataire pour payer le bien, puisque c'est le locataire qui nous permet en grande partie de rembourser la banque.
Et donc, c'est tout cela à prendre en compte. Ouais. Ok, donc top, bah, merci beaucoup. Donc avant, je fais un petit résumé de ce que tu nous as dit. Donc la gestion, c'est une question de choix, mais envers soi-même. Hein. Donc il y en a un, j'ai un potentiel à rendement, mais qui représente un risque. Et ce risque, il passe par la connaissance, le temps à faire, l'implication que j'aurai et la charge mentale, tout simplement, de gérer quelque chose qui peut nous tomber dessus tout le temps. Et surtout, en fait, tout au long de notre investissement, pour des coûts qui peuvent être, comme tu dis, un ravalement de façade, jusqu'à juste répondre à changer une prise. Donc, faut en fait prendre en compte ça dans son investissement, dans son temps, etc. Et aussi, du coup, la rentabilité peut arriver, mais ça vient par-dessus une connaissance qu'il faut aussi avoir, qu'il faut maîtriser, derrière une budgétisation, peut-être une maîtrise des travaux aussi. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui, sans s'en rendre compte, c'est des expertises et des métiers, en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui délèguent, par exemple, pour ce genre de choses. Typiquement, tu parlais de la résidence gérée. La résidence gérée, effectivement, ça permet d'avoir un revenu qui, certes, est moins important que celui que vous auriez eu avec le même le studio loué vous-même à un étudiant. Ouais. La différence, c'est que le revenu de la résidence gérée, c'est le revenu. Je connais mon revenu pour les années à venir, qui peut que augmenter parce qu'il est réévalué par rapport à l'indice des loyers. Mais par contre, à côté de ça, quand moi je loue en direct, j'ai une rentabilité supérieure dans le meilleur des cas. Exactement. Si tout se passe bien. Exactement. Et c'est ça la grande différence. Un, c'est du concret, c'est du sûr. Exactement. L'autre, c'est si toutes les planètes sont alignées pour qu'il n'y ait pas de ravalement de façade, de toiture, de période à vide et beaucoup de changements de locataires. Et puis, tu as dû le voir aussi à titre d'expérience, c'est beaucoup de projets, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément la maîtrise d'aller faire un investissement très risqué. Et ça peut pourrir la vie de certaines personnes aussi, de prendre trop de risques vis-à-vis de ça, quand on s'y connaît pas assez, ou qu'on vit d'idées reçues, comme tu as expliqué sur Internet, le fait de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est important de se poser ces questions et de le mettre face à vos manières de vivre. C'est pour ça que c'est important, avant tout, d'avoir un patrimoine diversifié, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que souvent, en fait, on se dit, ça y est, j'ai 10 000 euros, qu'est-ce que j'en fais? Je prends un immobilier dans l'ancien, on y va, etc. Sauf que peut-être qu'on a fait du all-in, que derrière, on a un autre projet, qu'on se dit, mince, maintenant, ces 10 000 euros, ils sont immobilisés. Non, effectivement, et nous, il y a des clients qui viennent à nous et qui sont frustrés, parce qu'ils nous disent, bonjour, je veux faire de l'immobilier. On leur dit, c'est pas le moment pour vous. C'est dans 1 an et demi ou 2 ans, parce que d'abord, on va faire performer votre épargne actuelle, augmenter votre surface financière pour que votre apport, ce soit qu'une partie de votre épargne et que vous ne touchez plus à ce montant, puisque ça va être un apport, mais que vous puissiez, avec le reste de votre épargne, faire face à toute éventualité de la vie qu'on ne prévoit. Plus on est jeune, moins on prévoit de choses, parce que moins on se dit tiens, il peut arriver une grosse catastrophe, parce que souvent il y a les parents qui sont pas bien loin, on n'y pense pas, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, effectivement, et ne serait-ce qu'un projet personnel. Mon boulot ne me plaît plus, moi ce que je veux, c'est aller faire un tour du monde, etc. Il me faut une poche. Effectivement, il faut un budget pour cela, donc tout projet qui peut arriver. Top. Et je pense que le mieux, c'est que tu puisses nous montrer ton petit exemple comparatif entre Donc, ce que tu as fait, tu as sélectionné un bien dans la même rue, c'est ça? Un qui est un bâti ancien, l'autre qui est neuf. Et du coup, tu vas pouvoir nous montrer parfois la réalité de la comparaison entre les deux et qu'est-ce que ça peut impliquer, etc. Donc, ça va être intéressant. Très bien. Allez, c'est parti. Du coup, là, par exemple, on a un studio à Bordeaux. Tu vois, et ça, typiquement, effectivement, ce serait une opération sur laquelle moi, je n'irais pas, mais pas pour les raisons qu'on pense. Pas parce qu'il est dans un très mauvais état, parce que ça peut être une opportunité d'en faire vraiment une pépite et justement de valoriser, de faire à mon goût, avec un architecte et des artisans.
Mais c'est surtout parce que l'opération financière, elle va être peu intéressante, dans le sens où j'ai déjà un prix, effectivement, qui est élevé. Donc oui, ce prix, je vais clairement le négocier. Donc, mais malgré tout, quand on ajoute tous les coûts qu'il va y avoir, donc déjà les frais notaires dans l'ancien, plus mes travaux, plus mes meubles, je vais être dans une opération beaucoup plus importante. En effet, concernant cet appartement, donc comme je te disais, je vais le négocier, 95 000 euros. Mais je vais avoir des frais notaires à 7 600, donc des frais dossier bancaire, ça c'est classique. Des travaux, je vais en avoir au moins pour 1 000 euros du mètre, voire un petit peu plus. Mais je vais bien me débrouiller pour faire la concurrence entre les artisans. Mais attention, effectivement, là-dessus, et j'en profite aussi, quand on a un artisan qui fait un devis à 1 500 euros du mètre et un autre qui fait à 1 000 du mètre, il ne faut pas s'attendre à que celui de 1 000 du mètre fasse exactement le même rendu, la même qualité que celui qui prend plus. Donc, on a les charges annuelles, la taxe foncière, et comme je disais, donc 2 mois de vacances locatives à prendre en compte par rapport au changement de locataire. Par contre, là où je me suis trompé, c'est qu'effectivement, j'ai mis un loyer qui me semble correct au niveau, du marché, sauf qu'il dépasse l'encadrement des loyers. Et l'encadrement des loyers à Bordeaux, c'est plutôt 450 euros pour la même surface. Donc en fait, même là-dessus, c'est compliqué. Donc oui, aujourd'hui, on peut appliquer des compléments de loyer qu'il va falloir justifier. N'empêche que le risque juridique zéro n'existe pas parce que le locataire aura toujours la possibilité de contester ce complément des loyers 3 mois suivant sa signature du bail et son entrée dans les lieux. Donc là, et vis-à-vis du neuf, si on... en fait, il faudrait juste qu'on passe d'abord sur le neuf qu'on n'a pas vu en fait derrière. Exactement. Donc là, effectivement, on voit qu'on a un investissement total qui, du coup, revient à presque 130 000 euros, d'accord ? Et effectivement, on va voir que dans le neuf, et à quelques mètres, on peut avoir un appartement qui est déjà, effectivement, meublé, qui est géré avec des loyers qui déjà peuvent dépasser l'encadrement des loyers parce que dans les résidences de service, c'est possible. C'est possible parce que le locataire n'est pas c'est une entreprise. Exactement, parce que l'encadrement des loyers, c'est uniquement pour des particuliers qui louent une résidence principale. Du moment où vous louez à une société, il n'y a pas effectivement d'encadrement des loyers. Vous êtes libre de fixer le loyer que vous souhaitez. Donc déjà dans la même rue, là, il n'y a pas le même indice pour les loyers, quoi. Ils ne sont pas sur la même référence. Exactement. Et là, on voit que le coût total d'un investissement dans une résidence neuve et un appartement neuf, il est plutôt de 110 000. Donc, on a déjà 20 000 euros de moins grâce à la récupération de la TVA dans un investissement dans le neuf, dans une résidence flambant neuve, par rapport à de l'ancien. Là où l'ancien, on peut tomber vis-à-vis de cet investissement, par exemple, face à quel type, toi, d'expériences que tu as pu voir qui ont pu justement mettre un coup à cette rentabilité et qui ont plombé encore plus Bien sûr. Alors, première chose, c'est qu'effectivement, dans l'ancien, il va y avoir le risque pendant les travaux parce que très rares sont les devis qui restent intacts jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des aléas dans les devis, mais qui parfois sont justifiés parce qu'effectivement, pendant le chantier, on peut découvrir des surprises qu'on n'avait pas vues avant. C'est qu'en démolissant qu'on peut voir certaines choses. Et donc, ça va créer un aléa. On peut avoir une défaillance de la société de travaux. Donc, il y a des assurances qui couvrent cela, mais c'est du temps perdu. Et on ne retrouve pas tout. Et le vendeur peut nous cacher des informations. Bien sûr, qu'on ne va pas connaître. L'avantage, c'est que dans le neuf, alors tout n'est pas parfait dans le monde du neuf, et beaucoup de ceux qui ont déjà acheté dans le neuf peuvent dire oui, mais peut-être qu'on peut avoir des malfaçons. Alors la différence, c'est qu'on a quelqu'un vers qui se retourner. C'est vrai. Quand
quand c'est un professionnel, on s'adresse donc à sa décennale, à son assurance décennale, qui va venir prendre en charge soit effectivement des travaux importants de structure, soit avec la garantie de parfait achèvement, des plus petites réparations. Tandis que quand c'est un particulier qui vous vend, lui, n'étant pas ce que la loi appelle une personne sachante, eh bien, il peut tout très bien vous dire, moi non plus, je n'étais pas au courant qu'il y avait tel ou tel souci. Déjà, il y a déjà, vis-à-vis du promoteur, tu as une projection, déjà, parce qu'il y a des projets qui sont déjà sortis, donc tu as, mine de rien, une analyse possible et une évaluation du risque qui est plus tangible que toi, quand tu vas péter ton appart et le découvrir, quoi. Tout à fait. Donc, on est d'accord que dans mon exemple, déjà, j'ai été gentil, on va dire, avec l'ancien parce que j'ai dépassé l'encadrement des loyers, mais malgré tout, on va avoir un effort d'épargne dans les deux cas qui va être assez proche. Mais ici, effectivement, dans le cadre du neuf, j'ai une visibilité et vraiment un côté automatique que ne peut pas m'offrir l'ancien. Donc, si c'est ce que je recherche, de la visibilité, de la stabilité, alors le neuf est fait pour moi. Okay. Si je recherche effectivement une meilleure performance dans le meilleur des cas, mais je suis prêt effectivement à faire face aux différentes problématiques, à vraiment m'impliquer. Surtout, bien sûr. Alors l'ancien peut être fait, peut être fait pour toi. Il faut tenter les projets, il n'y a pas de souci. Donc, tout à fait. Bon, en tout cas, merci pour toutes tes informations. Pour résumer, du coup, on peut dire que l'ancien, en gros résumé, c'est pour les personnes donc, qui ont le temps d'investir leur temps, mais leur argent aussi. C'est aussi des connaissances nécessaires sur les chantiers, sur la réglementation, sur la fiscalité, la gestion. En fait, forcément, voilà, ça touche à tout le domaine de la gestion de patrimoine au final, si je gère tout. Forcément, meilleur rendement potentiel, mais par rapport à un risque qu'on va prendre. Et le neuf, si on résume, et c'est d'accord avec moi, c'est une personne qui n'a pas forcément envie d'impliquer du temps ni d'énergie dans un projet. C'est aussi une meilleure lisibilité dans le temps, quoi. C'est clairement, on sait où on va. Et forcément, il y a une sécurité là. Et forcément, la sécurité, elle influe sur le rendement, mais forcément, elle t'enlève du risque. Donc, c'est toujours ce choix. C'est ça qu'il faut bien retenir ici. C'est pas de dire le neuf ou l'ancien est mieux. Bien sûr. Mais c'est que face à la réalité de ce que c'est que l'immobilier, les projets d'investissement locatif, dans quelle situation vous serez le plus à l'aise avec votre investissement immobilier? Exactement. C'est très bien résumé. Et puis, dans l'ancien, effectivement, il y a des sociétés qui permettent de s'enlever cette partie du temps et de l'analyse et de la connaissance, parce qu'on peut faire appel à un chasseur spécialisé dans l'investissement locatif ancien. Mais du coup, comme on va gagner du temps, on va le payer puisqu'ils ne vont pas le faire gratuitement. Donc, il va falloir compter entre 5 et 7%. Et effectivement, ce chasseur va aussi donc proposer des travaux et même du mobilier sur lequel, évidemment, il est rémunéré également. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a aussi tout un côté à prendre en compte aussi là-dessus, quoi. Exactement. Merci beaucoup, David, en tout cas, d'avoir pris du temps pour nous expliquer ça. Merci pour l'invitation. Et puis, on se refera une vidéo, un de ces quatre. Allez, ça marche. À plus. À bientôt.